Eh bien, bonjour à tous, ravi de vous retrouver en cette matinée. Aujourd'hui, nous sommes vendredi 6 février 2026. Il est 8 heures et comme chaque matin, nous allons vous accompagner jusqu'à 9h30. Place à la santé ce matin, d'autant plus que le mois béni, le mois de Ramadan arrive à grands pas. Docteur Fethi Benachenou sera parmi nous ce matin pour nous parler sur comment se préparer pour le jeûne, particulièrement les personnes qui ont des maladies chroniques. Ce matin également, nous parlerons solidarité, encore une fois avec l'approche du mois de Ramadan. Donc beaucoup d'actions de solidarité se font dans les quatre coins du pays. L'une des associations sera parmi nous pour nous parler de leurs actions de préparatifs pour le mois béni et justement pour accompagner les familles qui sont dans le besoin. Petit voyage qu'on fera ce matin du côté de Lyon, en France particulièrement, où se tiendra un très bel événement. Donc c'est un événement autour de la diaspora algérienne du 13 au 15 février, autour d'une très belle exposition où la diaspora algérienne prendra part. Nous reviendrons sur cet événement. Et aussi la grande mosquée d'Alger a abrité une très belle exposition à l'occasion justement de sa deuxième année d'ouverture. Nous reviendrons sur cette exposition et Samira Hadjamer sera parmi nous comme chaque vendredi. Cette fois-ci, elle nous emmènera du côté de Biskra pour nous faire découvrir sa mosquée. Voilà donc pour le programme de cette matinée. Mais avant cela, ce sera pause musicale mais plutôt nostalgique. Ce sera en compagnie donc de l'un des grands piliers de la musique Sha'bi, à savoir Amr Zahila Rahmoussaleh, et on se retrouve juste après. ذوي العشيق لا يموت خاف من الله يا طال وعجيني الله الصغر ما يدومش يفوت كيف المناوله الصغر ما يدومش يفوت كيف المناوله غنم زهومنا كبدر المنير فلهنا ساعة خير كتير وانت الله في فعل الخير واللي يحب خدام لا يرجع المير يجيك بندلو بسلام واللي تسقينا يا بسلام ذوي العشيق لا يموت خاف من الله يا طال وعجيني بالنار هواك حط بيا وكبرني في الخطاب هواك حط بيا وكبرني في الخطاب جيوش صادني ومع القوية مشفق مهما عليا والفارس في حامية جار عني الديوان كيف نعمل وما نقدر يا رسالي حبك مطار ذوي العشيق لا يموت خاف من الله يا طار وعجينا النار ذوي العشيق لا يموت خاف من الله يا طار عالجيني برطاك واحد الغوزين واحد الغوزين جماله ساباني واحد الغوزين جماله ساباني واحد الغوزين
ما هو في الملاح تاني ضارب وزمن علاش يا مؤدب قلبي وعلى علاش تشفي فيا العدا والناس ونرغب الله ونرغب الله هادي ساعة هنية واش تغفر الله هادي ساعة هنية والحمد لله. Et place à la santé à présent, mais docteur Fethi Ben Ajnou est déjà emporté par la musique. Je ne sais pas si on va le reprendre ou pas, en tout cas. Hein. Docteur, bonjour. Bonjour, Ammar Zahi, c'était super, alors augmenté par le noir et blanc. Allah yarhamou, c'est ça qui fait. Allah yarhamou saleh. Shabi, vive Shabi. J'espère qu'on va vous reprendre pour la rubrique de ce matin. Oui, Certainement. Ça met en forme. Attention, Shabi, ça motive, Oui. C'est ça qui est important. Effectivement. Et aujourd'hui, docteur a choisi de nous parler de comment se préparer donc, pour le jeûne, pour le mois de Ramadan particulièrement. Donc les personnes qui sont à tête de maladies chroniques, et ce sera juste après cela. Et donc, c'est dans quelques jours, vraiment, on compte les jours sur le bout des doigts. Bien docteur. sûr. Et comme vous le dites si bien, les préparatifs, c'est pas un jour, 2 jours avant, et c'est quand même quelques semaines avant. Et c'est une joie énorme d'accueillir le mois de Ramadan. Et pour ceux qui ont la foi, c'est libre, c'est personnel, c'est individuel, c'est un engagement personnel. On accueille Ramadan et on veut suivre la prescription. Côté bas, c'est des trucs, et ça c'est une adhésion. Mais en même temps, c'est ça qui est important. On dit que c'est le mois de carême, il faut jeûner. Entre parenthèses, il ne faut pas dire carême. Carême est une fête chrétienne, mais ce n'est pas un jeûne total. Le carême, on évite de prendre de la viande, du poisson. Il y a des restrictions par rapport à certains restrictions, mais nous, c'est le jeûne total du lever du soleil jusqu'au coucher du soleil. Premièrement, Barouk Alina, comme on dit, ça c'est important. Et Inch'Allah, siyamna maqboul, c'est-à-dire c'est comme une offrande. Mais c'est ça qui est important. Il faut prendre le texte de décision de prescription du jeûne. C'est pas un texte. Allah Allah nous dit attention, je vous prescris. C'est comme une ordonnance. C'est je vous ordonne de faire. Mais il faut continuer. Si vous étiez malade, regardez, il est précisé, ou bien en état de voyage, vous n'êtes pas obligé de faire carême. Et il y a comment récupérer le fait de ne pas faire carême. Il y a une dîme que l'on verse, un don, une donation, aider les gens pauvres à payer de la nourriture. C'est pour ça que là, c'est important que quand on est malade, et surtout, une maladie chronique. Une maladie chronique où il y a un équilibre très délicat. Et là, c'est là où on doit mettre le paquet sur les gens qui ont le diabète. Parce que le diabète, c'est un équilibre glycémique au niveau du corps humain. Et le corps ne gère plus seul avec le pancréas, le sucre, la glycémie, mais il en est incapable, donc il faut qu'on prenne le relais. Surtout, ceux qui ont une abstraction totale d'insuline, il faut apporter de l'insuline de l'extérieur. Ça peut être gravissime. Moi, je dis tout de suite, je vois des malades qui nous disent j'ai mon voisin ou mon collègue de travail qui est à l'insuline et qui fait carême. Il est bien, il n'y a pas de problème. Non. Les dégâts, les destructions se font en silence. Parce que si vous faites une insuffisance rénale d'ici 10-15 ans, parce que vous suivez votre traitement, tous ces éléments-là, si vous jeûnez,
à ce moment-là, les destructions arriveront rapidement. Mais en 30 ans, docteur, la décision de jeûner ou pas revient toujours au médecin. Alors, ça c'est très important et on a fait un grand progrès en Algérie. On travaille en coordination étroite avec les imams qui sont les savants religieux. Je crois que c'est très important. En Algérie, ils ont fait un grand progrès et ils ont compris cette coordination avec le médecin. Avant, les patients allaient voir l'imam, mais les imams ont dit, et ils disent jusqu'à l'heure actuelle, allez voir votre médecin. Mais dire allez voir votre médecin ne suffit pas, est dangereux. Je parle en tant que médecin. Il faut aller voir votre médecin traitant. C'est le médecin traitant. C'est ça qui est important. Il faut aller voir son médecin traitant parce que le fait qu'il vous traite, il vous connaît, vous faites régulièrement vos analyses, il voit comment vous réagissez avec votre maladie. Est-ce que vous l'acceptez? Est-ce que vous verbalisez beaucoup de choses? Là, à ce moment-là, je peux prendre une décision. Je dis que j'ai confiance et lorsque je lui donne certaines informations médicales, je sais qu'il va les suivre. Mais les gens, à la fin, et j'insiste à chaque fois qu'il faut, Canal Algérie le fait, c'est à l'avance qu'il faut. C'est pas en plein Ramadan et les gens sont en train de faire de jeûner et il y a un trouble. Alors, une chose qu'il faudrait, moi je rêve de prendre une caméra et de l'installer au pavillon des urgences et de faire un direct, comme un match de football, un direct des pavillons des urgences avant le Maghreb, nous c'était le Medfa, avant la rupture du jeûne et après, en soirée, vous verrez les dégâts terribles, surtout avant la rupture du jeûne. Il y a tout, le malade, il est complètement déséquilibré, il peut rentrer en coma, acidocétosé, tout ce que vous voulez. Il peut faire des hypoglycémies terribles qui sont peut-être dangereuses. Et donc, c'est parce qu'il n'y a aucune coordination avec son médecin traitant. C'est vrai, ça nous honore. Faire jeûner le Ramadan est une tradition, est un geste essentiel dans notre société. Mais attention, celui qui a prescrit le jeûne ne dit pas porter atteinte à votre santé. Et généralement, docteur, ce sont les personnes âgées avec qui on a le plus de difficultés parce que quand même, ils ont effectivement cet attachement à cet acte. Ils ne conçoivent pas exactement. Donc, généralement, ils n'acceptent pas déjà leur état. Voilà. Et plus encore, ils n'acceptent pas le fait de ne pas pouvoir donc répondre à un appel. C'est un appel de Dieu, finalement. Mais en même temps, il y a un grand respect pour le médecin. C'est pour ça que je dis le médecin traitant. Il vous connaît régulièrement comment vous vivez avec votre maladie. Parce qu'il y a une maladie, il y a une pathologie. Comment moi, je vis, comment je suis... j'ai accepté ou pas, ou je comprends. Mais c'est là où le médecin traitant, c'est pas pour vous renouveler l'ordonnance, c'est pas pour vous prescrire des analyses, c'est pour voir comment vous vivez avec ça, l'acceptation de la maladie. À ce moment-là, il y a autre chose qui est important, nos patients sont très liés aux médecins. Il y a une relation. Vous savez, il y a des fois, on nous invite au mariage du dernier, on vous dit des problèmes avec la femme ou avec le mari. Donc, le médecin devient un membre de la famille. C'est pas la médecine 2.0 que l'on innove. Non, c'est la médecine. Reste une relation humaine et à ce moment-là, quand vous donnez un conseil, quand vous expliquez pourquoi et comment, et ensuite il faut toujours prendre en considération l'entourage, le mari ou la femme ou la fille ou l'enfant, à ce moment-là, il y a une accès, vous êtes un membre de la famille. Chauffe, beaucoup de femmes m'ont dit, chauffe, tu fais ça, sinon je dis à ton médecin. Le gars, il a peur. Mais c'est très touchant, c'est ça la médecine. Il n'y a pas d'interface, il n'y a pas un écran. Il y a de faire attention. Et attention aussi, ce qu'il faut comprendre, expliquer.
Si vous avez une maladie chronique, n'importe laquelle, pas uniquement le diabète, le goitre, beaucoup d'éléments, quand vous prenez un comprimé, ce comprimé, il est vivant, c'est-à-dire qu'il a une durée d'action de 6 heures. Et il faut aller voir son médecin traitant qui va vous expliquer que le comprimé que vous prenez à 8 heures du matin, vous pouvez décaler, prenez à 8 heures le soir, on calcule 6 heures. Il y a des comprimés de 6 heures, il y a des comprimés de 12 heures, il y a des comprimés. La durée d'action, c'est tenir compte, c'est pour qu'il n'y ait pas un vide. Quand vous jeûnez, il y aura un vide. Vous ne prenez pas vos médicaments à 8 heures ou à 10 heures. On peut les prendre, ces médicaments, que fait le Maghreb ou bien au imsak, c'est-à-dire au lever du soleil. Vous voyez, c'est ça qui est important qu'il faut expliquer et de prendre un peu de temps comme ça avant le mois de jeûne et expliquer ces choses-là. Montrer, prenez un bout de papier, écrivez sur un tableau et expliquez à votre patient et il faut le convaincre. Même pour la tension, par exemple, la tension, il y a des médicaments anti-hypertensifs. Et ils sont très stricts, ils ont une durée d'action. L'important, c'est de ne pas laisser un vide dans le corps humain et à ce moment-là, la pathologie peut s'emballer. Et actuellement, ce qu'il faut comprendre, le comprimé, il n'est pas innocent, il est vivant. Ça, c'est très important. Et sinon, docteur, qu'en est-il du rôle de la famille, des membres de la famille aussi? Parce qu'il y a le rôle du médecin, effectivement, qui accompagne, qui conseille, mais il y a aussi les autres membres de la famille qui sont aux côtés du... Bien sûr, c'est eux qui sont les piliers, j'allais dire, qui surveillent. C'est pas qu'ils surveillent, qui sont par amour pour leurs parents, ils sont vigilants. Et c'est pour ça que je dis le médecin traitant. Dans notre pays, il faut développer, pas le médecin référent avec des trucs, non, le médecin traitant. C'est le médecin traitant, c'est celui. Par exemple, un homme diabétique, sa femme et ses enfants savent qu'il est suivi par tel médecin, qu'il l'accompagne tout au long de l'année. C'est ça qui est important. À chaque consultation, il faut l'accompagner. La consultation ne se fera pas tous les jours, ça ne va pas déranger. Une consultation tous les mois, tous les 3 mois, je peux accompagner un de mes parents surtout lorsqu'il est âgé. Même au moment de la prise des médicaments, au moment de la prise, il faut l'aider parce que quand on prend de l'âge, on ne sait pas, les doigts sont un peu lourds. Mais même chez les personnes jeunes, je crois qu'il y a, surtout chez les adolescents, il faut remarquer ça, chez les jeunes, il ne comprend pas cette violence de la maladie. Il a tendance à être libre, à faire ce qu'il veut. Alors surtout au niveau de l'adolescence, c'est extrêmement délicat. Je crois qu'il faut développer, je l'ai dit à maintes reprises, le diabète chez l'enfant. Ce n'est pas une question de traitement, on sait qu'il faut donner de l'insuline. Mais écoutez, surtout les mamans, voir son fils se piquer 2 ou 3 fois par jour, le surveiller, il faut qu'il court, il faut qu'il soit comme les autres. Surtout chez nous, chez Ramadan, on veut être comme la famille. Ça, c'est très important. Et chez nous, c'est une tradition, c'est une fête. Quand vous faites le jeûne, la première fois, quand votre enfant ou votre fille fait le jeûne la première fois, c'est une fête. On prépare surtout sherbet, la vraie, pas la chimique. Et ça, je crois que c'est un moment qu'il faut vivre, qu'il faut savoir prendre en main. Ça, c'est extrêmement important. Surtout, le traitement. Les comprimés, je le répète, les comprimés que l'on prend, ces comprimés sont vivants, ont des durées d'action que l'on contrôle, que l'on connaît, combien il faut, à quelle heure prendre, ne pas prendre à tel. Mais surtout, ne pas dire aux diabétiques, parce que c'est là où il y a le plus gros problème, ou la maladie cardiovasculaire, va chez le médecin. Non, il faut changer, et je prie mes collègues, mes confrères et mes consoeurs, de dire allez chez le médecin traitant qui vous connaît et c'est lui qui va donner l'autorisation, entre guillemets, la permission de jeûner ou de ne pas jeûner. Donc, mot d'ordre aujourd'hui, docteur, c'est le moment d'aller voir son médecin traitant. Nous pour sommes les à maladies quelques jours. chroniques.
Voilà, donc nous sommes à quelques jours du mois de Ramadan, donc allez voir votre médecin traitant. bien. Voilà, on insiste là-dessus. Il vous connaît, il est mieux placé donc Il vous suit régulièrement. voilà, pour vous suivre et pour mieux vous conseiller. En tout cas, merci beaucoup, De rien. docteur, encore une fois, pour tous ces conseils. On se retrouve très bientôt. Les maladies, ce n'est pas les petits toux qu'on a durant l'hiver. Bien sûr que non. Bien sûr que non. Bien sûr que non. Ça, ce sont des petits épisodes. Voilà, n'est-ce ça pas c'est passager. Voilà. Vous faites jeûner, il faut jeûner. Non, ne vous inquiétez pas, je vais jeûner. Vous inquiétez Je ne parle pas, je parle aux téléspectateurs. En tout cas, merci beaucoup. De rien. Docteur, on se retrouve très bientôt, Inch'Allah. pour d'autres Inch'Allah. conseils. Merci beaucoup. Et cette fois-ci, nous allons aller du côté de Timimoun pour aller voir les Wadet qui s'organisent là-bas. Donc, très, très belle fête, effectivement. Donc, cette fois-ci, ça va être les Wadet de Sidi Atman et c'est notre ami Hamid Rabouh qui s'y intéresse dans ce reportage. Et on se retrouve juste après. Connu sous le nom de l'Oasis Rouge, Timimoun offre un paysage hallucinant. Des palmiers répartis en une infinité d'oasis. La ville moderne présente une forte animation et quelques monuments de style soudanais. Le patrimoine culturel matériel et immatériel tient une place importante à Timimoun. Uthman Nzenet nous invite à participer à la Wa'da de Sidi Uthman, un saint patron de la ville. Après avoir traversé les palmeraies, nous nous enfonçons dans d'étroites et tortueuses ruelles de la ville. Les chants de l'Ahalil se font entendre au loin. Les participants forment un cercle. Épaule contre épaule, ils reprennent en chœur des strophes en donnant la réplique aux chanteurs solistes. Chanté en dialecte zénet, on trouve pratiquement ce chant sacré du Gourara dans toutes les cérémonies et fêtes de la ville. Aujourd'hui, on fête Wa'adat Sidi Othman, un saint patron et un des bâtisseurs de la ville de Timimoun. Le mot Ahalil désigne à la fois un genre musical et le groupe qui le pratique. Ces chants foisonnent de prières et de refrains où Dieu est glorifié dans son unicité. Les fidèles offrent un spectacle exceptionnel, mélange de louanges à Dieu et aux prophètes. Wa'adat Sidi Uthman de Timimoun est un événement captivant, exécuté conformément au rite séculaire. C'est un véritable trésor qui attire l'admiration et la curiosité des amoureux du dépaysement. Et voilà, c'était donc Wa'adat de Sidi Atman et c'est à Timimoun que ça se passe. C'est un reportage donc de notre ami Hamid Rabouh. Et cette fois-ci, nous allons nous intéresser aux actions de solidarité vu que Ramadan approche à grands pas. Nous en parlons ce matin donc, en compagnie de M. Menaha Mounir Ourabah. Bonjour, bienvenue à vous. Bonjour. Alors, vous êtes chargé de communication de l'association caritative Bonheur des Nécessiteux, Oui. n'est-ce pas? Oui. Alors, vous faites beaucoup d'actions tout au long de l'année, on le rappelle, pas seulement pour le mois de Ramadan. Oui, Mais cette fois-ci, ça va être un programme spécial pour le mois de Ramadan, n'est-ce pas? bien sûr. Enfin, on a un programme annuel qui ne s'arrête pas pendant les 12 mois de l'année. Mais le mois de Ramadan sacré, on trace un programme spécial pour ça. Spécial, oui. Ouais. Et donc, c'est un programme qui va tourner autour de quelles actions pour cette fois-ci? D'abord, c'est un programme qui va commencer par la distribution du colis alimentaire pour les familles nécessiteuses, les familles à revenus faibles ou moyens. En principe, ça sera 1000 koufs, Inch'Allah. 1000 koufs, hein? Oui. Inch'Allah. Peut-être plus. Hein. Inch'Allah. Ouais. Inch'Allah. Donc, ça va être un accompagnement pour ces familles nécessiteuses. Ça va se faire à... Presque c'est les mêmes familles comme l'année passée, avec des nouvelles familles découvertes, bien sûr, parce qu'on fait de la prospection
Vous faites de la prospection, ça se passe comment pour justement pour la Oh, prospection? il y a plusieurs canaux, par exemple du bouche à oreille, ou bien via les réseaux sociaux, ou bien les gens qu'on connaisse, les voisins, enfin. Il n'y a pas vraiment. Il y a beaucoup de façons pour découvrir les familles nécessiteuses. Voilà, donc vous allez, vous leur rendez visite, vous voyez un Oui, petit oui, peu leur, on leur visite. leur état. Oui, bien sûr. C'est presque une prise en charge totale. Il n'y a pas que les couffins. Par exemple, il y a une famille qui a un malade, il faut prendre en charge ce malade, il faut l'accompagner. Les enfants scolarisés, on les accompagne aussi. Les malades, comme je disais. Pour la rentrée scolaire, pour le mois de Ramadan, la rentrée scolaire, la fête de l'Aïd. Et à chaque fois, il y a un événement, on essaie de faire le maximum. Voilà, donc vous êtes là. Mais sinon, pour les 1000 koufas que vous allez distribuer, ça va se faire quand? 5 à 6 jours avant le mois de Ramadan. Voilà, La donc, dernière semaine avant, de Chaban, ouais. Voilà, donc vous permettez aux familles de bien accueillir le mois de Ramadan. Très bien, c'est ça. N'est-ce pas? Alors, ce sont des koufins généralement qui contiennent quel type de denrées alimentaires? Des denrées alimentaires dont on aura besoin durant le mois de Ramadan. Sucre, café, je sais pas, vermicelle, margarine, il y a beaucoup de choses. Un couffin vraiment d'une valeur de 10 000 jusqu'à 20 000 dirhams. D'accord. Donc Ça dépend des dents. Ouais. donc c'est un On n'a couffin. pas encore terminé. Ouais. Pardon? On n'a pas encore terminé la collecte. D'accord. Donc ce sont des couffins généralement qui permettent aux familles de subvenir à leurs besoins tout au long du mois de Ramadan. Au moins les 20 premiers jours du mois de Ramadan. Et après, vous êtes là encore une fois pour. Bien sûr, avec des aides financières aussi, il n'y a pas que les couffins. Donc vous revenez à chaque fois pour voir s'il y a des choses qui manquent. Oui, 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 oui. Alors parlez-nous un peu de la collecte, ça se fait comment? Alors, la collecte, il y a des gens qui nous contactent via les réseaux sociaux, il y a des personnes qui nous contactent via leurs connaissances, il y a plusieurs façons pour... Là, nous sommes en train de voir justement des photos, vous pouvez peut-être nous en parler? Là, c'est des visites régulières aux hôpitaux. On travaille beaucoup plus avec les services cancérologie de CHU Mustapha. Enfants, il y a beaucoup d'enfants cancéreux, il y a beaucoup d'enfants qui souffrent là-bas, donc on fait des visites régulières, des fois jusqu'à 3 fois par semaine. Vous êtes devenu membre de la famille, alors vous les connaissez tous? Oui, oui, oui. Enfin, c'est pas les mêmes enfants. C'est pas les mêmes Change, bien enfants, sûr, ouais. mais vous les connaissez finalement. Oui, bien sûr. Il faut les visiter au minimum 1 fois par semaine, des fois 2 fois, des fois 3 fois par semaine. On leur offre les choses dont ils ont besoin, je sais pas moi, les compléments alimentaires, les médicaments, les couches pour les enfants, les lingettes, le lait pour bébé, il y a beaucoup de choses. J'ai beaucoup plus les médicaments. Bien sûr, on prépare des repas, comme vous voyez sur la photo, on prépare toujours des repas pour les gardes malades et les malades. Oui, parce que Beaucoup plus les gardes malades, parce que les malades, ils ont un régime alimentaire spécifique. Donc, spécifique qui est fourni par l'hôpital. oui, oui. Et après, ce sont généralement des personnes probablement qui viennent. À 95%, c'est des personnes qui viennent hors wilaya d'Alger. Hors wilaya d'Alger. C'est pour Voilà, ça donc, qu'on essaye de faire le maximum pour... donc là, ce sont d'autres photos qu'on voit de la visite. Même c'est ça? pour les familles parce qu'il y a des fois des soins extra-hospitaliers. Donc ils ne leur offrent pas une chambre à l'hôpital. Donc on essaie de les héberger. Il y a des maisons ici à Alger, sur Alger. Pour les familles, des fois le père et la maman, ils ne peuvent pas se permettre une nuitée à l'hôtel, ou 2, 3 nuitées à l'hôtel. Donc il y a des maisons d'hébergement ici sur Alger, spécialement pour ces familles. Et donc vous travaillez en réseau, en collaboration avec d'autres associations? Oui, oui, on collabore avec beaucoup d'associations. Ça se passe comment, les collaborations avec d'autres associations? Bon, généralement, c'est sur les réseaux sociaux. En 2026, tout se passe sur les réseaux sociaux. C'est plus rapide? C'est plus rapide, bien sûr. C'est tout le monde qui est connecté, donc il faut en profiter. Très bien. Alors revenons un peu au mois de Ramadan. Donc ça va être un accompagnement tout au long du mois de Ramadan, mais même après, vous m'avez dit? Oui, bien sûr. Pour ce mois de Ramadan, Inch'Allah, ça sera donc... on aura un restaurant Rahma comme d'habitude, à la commune de Mohammedia, là où il y a le siège de l'association. Et Inch'Allah, on va commencer par 500 repas par jour la première semaine, puis ça sera Inch'Allah 1000 repas par jour. Entre repas servis sur place et repas à emporter. À emporter. Et pour ce qui est de la main-d'œuvre?
Moi, il n'y en a pas de problème. On n'a pas ce Les problème. bénévoles, On n'a pas de problème. il n'y a pas de problème pour les bénévoles. Il n'y a pas de problème, pas de problème. Donc ce sont des jeunes généralement qui viennent, Généralement, c'est des gens. Non, non, il y a des personnes âgées, il y a des retraités. Hein. pas forcément des gens qui font partie de Beaucoup l'association. plus des gens, beaucoup plus des gens. Ouais. Mais pas forcément des gens qui font partie de l'association. Non, non, pas forcément. Non. Pas La forcément. porte est ouverte pour tout le monde. Voilà. Après, l'Algérien est très connu par sa générosité, Ouais, alhamdoulilah. n'est-ce pas? Alhamdoulilah. Donc vous n'avez pas de problème à trouver des personnes qui viennent pour aider, pour accompagner. Non, on parce n'a que ça pas de reste quand problème. même. Le seul problème, c'est le problème du financement. Donc ça demande beaucoup de moyens, ça demande Oui. beaucoup d'argent. Vous savez, nous, les associations, on n'a pas vraiment un budget spécifique pour les associations. Donc, Et donc ce sont que les donateurs généralement. oui, des donateurs, mais vu la conjoncture économique, donc les dons se sont un peu baissés ces derniers temps, mais quand même, on essaye de faire Alors vous notre faites mieux. comment justement pour pouvoir répondre aux besoins de ces familles? Non, on avance même, on fait des crédits, mais on avance, pas de problème. On ne peut pas s'arrêter. Donc, Voilà, donc le plus parce qu'il y a important, l'habitude, on ne peut pas s'arrêter. le plus important, c'est de répondre aux besoins Oui, des, oui, oui, c'est ça. des familles. Oui, c'est Bah, ça. alors vous organisez comment justement pour tout ce qui est plat emporté? Lorsque vous parlez donc de plats emportés pour ce qui est du restaurant Rahma, généralement ce sont des plats qui sont destinés à quel type de personnes? Par exemple, il y a des travailleurs qui travaillent en brigade. D'accord. Donc, je ne peux pas préparer le repas sur place, donc on leur offre. Il y a des centres des SDF, il y a des SDF, il y a beaucoup de. Des fois, même les gens qui viennent des autres wilayas, la Garoutière, on leur offre des repas. C'est un peu difficile, les repas emportés Ramadan, mais quand même. Mais vous le faites quand même. C'est pas facile, relevez c'est le pas défi. comme les autres jours. Donc, il y a plusieurs. Bon. Vous relevez le défi quand même. Donc, on essaie. Voilà. Et donc là, vous êtes en plein préparatif. Oui, oui, oui. Vous êtes en plein préparatif. Ça fait un mois qu'on a commencé. Mhm. Et donc, vous en êtes où dans vos préparatifs? Pour les préparatifs, j'ai pas compris la question. Vous en êtes où? C'est-à-dire, vous avez dit, Ah. votre objectif, c'est 1000 couffins. Alhamdoulilah, déjà on a commencé la distribution des premiers couffins, Inch'Allah, d'ici une semaine. Ah, ça a déjà commencé? Oui, bien sûr. D'accord. Par exemple, aujourd'hui, on a une caravane humanitaire vers la wilaya de Tizi Ouzou. Ça sera une caravane humanitaire, il y aura une centaine de couffins, il y aura aussi du matériel médical. Et on va planter des arbres. Ah, Dans le cadre du projet de plantation d'un million d'arbres, oui. donc notre association a essayé de Ah, ben ça, c'est mettre magnifique. ça touche. Oui. Donc finalement, votre travail, c'est pas que le caritatif, mais vous faites aussi d'autres Non, je fais tout. actions pour l'environnement. Bien sûr, il faut marquer sa présence. On a déjà planté le jour où on a lancé l'appel national pour planter 1 million d'arbres. Et à chaque fois on part à une wilaya, on essaie de planter quelques. Très bien. Et donc, Bon, c'est un investissement. Hein. oui, effectivement, c'est un investissement. Il y a toujours un retour sur investissement par la suite. Mais pour reboiser les gens sinistrés, il y a des gens sinistrés, donc il faut les reboiser. Très bien. Et donc, ça va se faire à partir de la semaine prochaine, c'est ça? Euh, Le reboisement. non, non, aujourd'hui. Ah oui, aujourd'hui. Aujourd'hui, on sera sur Oui, Tizi Ouzou, Inch'Allah. aujourd'hui, vous serez sur Tizi Ouzou, Oui. Inch'Allah. Et donc, vous allez passer un appel aujourd'hui pour la collecte de dents encore. Oui, oui, on lance un appel pour les personnes physiques, pour les sociétés, ils peuvent nous contacter via le numéro de téléphone qui est sur l'écran. Voilà, donc pour pouvoir, encore une Et on fois, vous accepte tout type accompagner. d'aide, pas forcément l'argent. On peut aider à 1000 façons pour aider. Hein. Bien sûr. Bien sûr, juste probablement les denrées alimentaires, l'essentiel. Oui, beaucoup plus les denrées alimentaires. Pour le mois de Pour ce Ramadan. mois de ça. Ramadan. Oui, les boissons gazeuses, les eaux minérales. Très bien. Donc voilà, nous sommes en train de voir votre numéro de téléphone à l'antenne pour toute personne qui voudrait donc participer effectivement à la collecte des dents pour les personnes nécessiteuses, justement pour les accompagner pour ce mois de Ramadan. En tout cas, bravo pour tout ce que vous faites. C'est moi qui vous remercie. Merci encore une fois d'avoir été parmi nous ce matin. Monsieur Mnaam Mounir Ouerabah, vous êtes chargé de la communication. Pardon, je fais Allez-y. juste un appel aussi pour les donneurs de sang. Oui. Il y a une pénurie ces derniers temps pour le sang, surtout pour les plaquettes, pour les enfants cancéreux. Oui. Savons que la durée de vie des plaquettes, c'est juste 7 jours.
Oui. Donc il faut alimenter leur banque du sang. Très bien. En tout cas, merci beaucoup. Yatek moi qui vous Saha, merci remercie. beaucoup. Donc, vous êtes chargé chargé de communication de l'association caritative Bonheur des nécessiteux. Merci encore une C'est fois. moi qui vous remercie. Et Yatekum Saha pour tout ce que vous faites pour toutes ces familles nécessiteuses. Et cette fois-ci, donc, nous allons aller du côté de Lyon où se tient le gala annuel. Et c'est Afef Belouchet qui s'y intéresse dans ce reportage. Et on se retrouve juste après. Dernier réglage avant l'arrivée des invités. Dans un grand hôtel à Lyon, le mouvement dynamique des Algériens de France, Moudaf, a tenu son gala annuel en présence de participants venus de toute la région et au-delà. Une soirée placée sous le signe du bilan après une année d'action menée sur le terrain associatif et citoyen. Renforcement de la solidarité citoyenne, renforcement des rangs de la communauté algérienne, prise de conscience collective, situation qui nous appelle à être conscients des enjeux et de ce qui peut toucher la communauté nationale et la souveraineté nationale. Et je crois, pour dire le mot-clé, c'est ensemble unis pour une Algérie plus forte. La rencontre a été ponctuée par les interventions de personnalités de la société civile en France, parmi elles Maître Ouadia, bâtonnière à Nîmes, mais aussi des messages de figurants engagés de longue date pour les causes justes à partir d'Alger en messages vidéo, des prises de parole qui rappellent une même idée. L'engagement des Algériens de France s'inscrit dans la continuité des valeurs portées par l'Algérie entre justice, solidarité et transmission. Au moment où nous assistons à une offensive généralisée de haine à l'égard de l'islam de manière générale et de l'Algérie en particulier, je voudrais saluer la sagesse, l'esprit de résistance et l'esprit de sang-froid de notre communauté qui a tellement apporté au développement de la France, qui est un pont entre une possible solidarité entre les deux peuples français et algériens. Je salue pour cela nos frères et nos sœurs algériennes à l'étranger. Autre moment fort de la soirée, les retours d'expérience sur l'investissement des jeunes en Algérie. Chiffre à l'appui, l'initiateur du programme Un jeune une idée met en avant des projets concrets portés par la jeunesse. Aujourd'hui, plus de 100 000 membres de la diaspora algérienne manifestent un intérêt croissant pour l'entrepreneuriat et la création d'entreprises en Algérie. Les données indiquent que plus de 20% des entreprises actuellement actives sont détenues ou dirigées par des membres de la diaspora, ce qui renforce l'idée que celle-ci joue désormais un rôle important et stratégique dans l'équation de l'économie nationale. La question de l'investissement est également abordée par des entrepreneurs de la diaspora avec un message clair. Moi, mon conseil surtout à la diaspora, c'est d'aller en Algérie en toute humilité, de s'entourer de bons partenaires locaux, surtout ne pas croire partir avec l'idée d'exporter un concept qui a fonctionné ici en France. C'est-à-dire qu'il faut s'adapter aux caractéristiques socio-culturelles en Algérie et en s'entourant des bons partenaires locaux, je pense qu'ils réussiront, Inch'Allah. Le Moudaf s'adresse également aux plus jeunes, encore en formation ou engagés dans le milieu associatif, notamment les membres de l'association des sportifs algériens de Villeurbanne. Ça a été fondé par Ahmed Mokran en 1979. De base, ça a été un club créé pour les Algériens qui vivent en France. Mais bon, au fur et à mesure du temps, ça a perduré. Alhamdoulilah, encore aujourd'hui, on garde ce nom, on garde ces valeurs qu'on a, ces couleurs. On a plusieurs valeurs, la diversité, le respect, l'intégrité et surtout la mise en valeur de la jeunesse algérienne. Dans le foot, on a de tout. Par exemple, on a fait des voyages. Surtout en Algérie, on essaie d'avoir de la chance de partout. Par exemple aussi, on essaie surtout d'avoir des spectacles, d'avoir un peu tout. Des jeunes qui incarnent l'avenir du mouvement et les valeurs qu'il défend. Enfin, l'ensemble des représentants de la communauté sur place ont rendu un hommage appuyé au consul général Abdelaziz Maïouf. Côté perspective, l'année 2026 s'annonce dense avec plusieurs rendez-vous et initiatives déjà en préparation. Un agenda que le mouvement promet de dévoiler prochainement. Et de retour sur le plateau, et on va rester en France, puisqu'il va y avoir un événement qui va se tenir du 13 au 15 de ce mois à Lyon. Et c'est un événement qui sera organisé par l'association l'association Club Diaspora Africa, qui est représentée aujourd'hui par sa présidente, à savoir Madame Amina Kara. Bonjour, bienvenue à vous, marhaba bik. Alors, c'est un événement, Marhaba Expo, qui va se tenir du 13 au 15 février. Mais avant cela, avant de parler de l'exposition, votre association, quelques mots.
Alors, l'association Club Diaspora Africa, son objectif, c'est de valoriser la diaspora africaine à travers le monde, à travers ses compétences dans différents types de métiers. Et quand on parle de l'Afrique, on parle de la porte de l'Afrique qui est l'Algérie. Donc, moi, à l'époque, j'avais commencé autour de valoriser la diaspora dans l'employabilité pour l'Algérie, où on a organisé plusieurs événements en France, que ce soit à Paris, à Lyon. Après, on est rentré par la porte d'Algérie, donc on a organisé des événements comme Kafa'atoukom. Kafa'atoukom, en fait, c'est un jeu de mots. Kafa'atoukom qui revient. Donc, votre Kafa'atoukom, donc on avait organisé 2 éditions. Ah, c'est compétences. C'est ça, c'est compétences. Donc, on a organisé 2 éditions. Après, on est commencé à rentrer au cœur d'Afrique. On a fait des événements au Sénégal, en Côte d'Ivoire. Notre but, c'est aussi de montrer qu'il y a une compétence algérienne qui est mobile en Afrique. Pas forcément vers le nord, donc on voulait montrer qu'elle est agile, elle s'adapte à beaucoup de situations, beaucoup de cultures et surtout elle parle plusieurs langues. Surtout, voilà. Et puis, paraît-il que nous, Algériens, nous avons beaucoup cette flexibilité finalement d'apprendre très rapidement les langues. Tout à fait. On a une énorme flexibilité, on s'adapte et même si on connaît quelques mots, avec ça on arrive quand même à communiquer, à échanger et on ose. C'est ça ce que j'aime beaucoup chez l'Algérien. D'une manière générale, là où il part, avec 2-3 mots, il se débrouille et de C'est l'objectif de l'association. Exactement, exactement. C'est justement de faire la promotion de toutes ces compétences à travers le monde. Tout à fait. Et en parlant de l'agenda de cette année 2026, nous on a soutenu une entreprise qui est très puissante. En fait, elle est portée par un grand monsieur Hani Benia, qui hier Exhibition. En fait, lui, son but c'est de réunir. En fait, il fallait quand il voit des Algériens réunis en France, d'avoir cette culture. Pour lui, c'est énorme. D'où cette année, on a dressé un certain nombre d'événements. Et nous, l'association, bien sûr, les soutient dans la promotion de l'événement, dans la captation des compétences, parce que ça c'est très important, et voilà. Et parmi ces événements, justement, Marhaba Expo qui se tiendra du 13 au 15 février, pardon, j'y arrive, à Lyon. Tout à fait, c'est ça. Marhaba Expo, de quoi s'agit-il exactement? Alors, Marhaba Expo, quelqu'un fait une diaspora, elle ne quitte pas sa communauté. La diaspora, elle porte sa communauté à l'international. Et cette année, elle porte sa communauté en France et plus exactement à Lyon. Et Marhaba Expo, donc c'est Marhaba, donc ça, on essaye de faire un welcome à toute la diaspora algérienne qui est établie en France. C'est un événement qui aura lieu sur 3 jours. Il va avoir plus de 40 000 visiteurs. Et cette année, l'Algérie est à l'honneur, parce qu'il faut savoir qu'il y a plusieurs pays. Donc on a ce côté transverse, donc on a la Malaisie, la Tunisie, le Sénégal, le Comore, donc c'est très riche en termes de diversité, et l'Algérie est à l'honneur. Donc on s'est dit, il faut qu'on vienne aussi en Algérie pour en parler de cet événement, parce que l'Algérien, il est très fier. Alors justement, diaspora algérienne qui va exposer, plus de 40 000 visiteurs sont attendus, donc c'est énorme, hein, comme j'ai envie de dire, comme interaction, comme networking aussi, parce qu'il y a beaucoup de réseautage qui se fait justement autour des expositions, encore une fois pour la promotion de toutes ces compétences. Tout à fait, donc c'est un événement où on a fait, c'est pas qu'une vitrine, mais c'est vraiment promouvoir l'Algérie à l'international à travers plusieurs secteurs. Donc il y a le secteur de l'agroalimentaire, parce que la diaspora algérienne, tout le monde sait, quand on vient passer des vacances en Algérie, au retour, la maman qui prépare des bons petits plats, et on achète les épices, on achète plein de trucs. Moi, j'ai toujours ma petite liste à ne pas rater avant de quitter l'Algérie. Et on a aussi d'autres secteurs comme l'immobilier. Aujourd'hui, la diaspora algérienne n'attend pas d'être senior pour avoir un bien à terre. Donc aujourd'hui, le domaine de l'immobilier il est très fort. On a aussi tout ce qui est dans le domaine cosmétique, dans le domaine du tourisme. Donc c'est très riche. Et bien sûr, nous, la diaspora, on aime beaucoup la culture, on aime beaucoup l'artistique. Et donc on aura pas mal d'invités surprises, donc des acteurs algériens qui vont nous soutenir. Il y aura un spectacle, un humoriste, Abdelkader Secteur, qui sera avec nous. Et pas mal d'invités, des représentations aussi des figures du monde du sport. Parce qu'on a un événement sur le sport, ce n'est pas un événement. Donc voilà, on essaie. Le sport reste toujours fédérateur. Ah oui, fédérateur, oui, très fédérateur. Alors justement, cette exposition va promouvoir toutes ces compétences de la diaspora algérienne, mais qu'en est-il justement de ce pont entre la diaspora et le pays?
Alors, le pan entre la diaspora et le pays, en fait, c'est un pan qui a été déjà tissé depuis un moment. Et aujourd'hui, sur ce pan, comme moi je dis à chaque fois, moi, mon rôle, c'est de créer des ponts. Et dans ces ponts, parfois, on trouve des stands. Et les stands, pour moi, c'est des lieux de rencontre. Comme je dis à chaque fois, nous, notre diaspora, on communique déjà depuis très longtemps à travers les réseaux sociaux, on discute, on suit l'actualité de chacun, mais le contact physique est très important. Donc nous, cet événement, par exemple, c'est un prétexte pour connecter, pour rencontrer, et c'est donner le prétexte de voilà, cette transversalité entre les deux pays. Donc cette exposition, encore une fois, elle va réunir plusieurs secteurs, justement, encore une fois, pour la promotion de toutes ces compétences. Est-ce que les personnes qui vont participer à cette exposition font forcément partie de la diaspora algérienne, ou est-ce qu'il va y avoir quand même des Algériens établis ici en Algérie qui vont venir prendre part? Excellente question, parce que ça, c'est une question on s'est posée dans la préparation. Il faut savoir qu'on est une équipe, on est toute une équipe très importante qui porte cet événement Marhaba Expo et d'autres événements qui vont arriver dans l'année. En fait, on s'est dit, aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a des Algériens, des produits locaux qui brillent à l'international. Moi, j'ai d'énormes exemples. Vous savez, quand on est dans l'entrepreneuriat, c'est vrai, on n'a pas de week-end, mais on a de très belles histoires à raconter le lundi. C'est ce que je dis à chaque fois. Donc, on a des compétences locaux, donc ils vont venir avec nous pour parler de leurs activités. On a une fromagère qui est dans la raffinerie, qui fait un excellent travail, qui vient de Béjaïa, qui est très connue en France. Donc, elle a... Ah oui, je vois de qui vous parlez. Voilà, donc vous voyez, voilà. ça, On l'avait même reçu sur notre plateau, effectivement. Voilà, ça c'est un exemple. Ça c'est un exemple pour illustrer les compétences locales. Aussi, on a des Algériens qui sont partis, qui sont expatriés dans des pays de cœur, par exemple la France, et ils ont investi, ils ont entrepris, ils sont dans la recherche. Et c'est des meilleurs ambassadeurs de l'Algérie. D'ailleurs, très souvent, on se rencontre dans les services consulaires. Eux, ils seront là donc, pour illustrer qu'est-ce qu'ils ont accompli, qu'est-ce qu'ils ont fait jusqu'à présent. Et donc, c'est un événement que vous-même, vous avez organisé. Donc, c'est votre association qui a organisé. Parlez-nous un petit peu donc, de toute cette organisation, parce que ça reste quand même une organisation colossale. Ça reste quand même un événement, j'ai envie de dire, planétaire. Parce qu'il y a plusieurs pays qui vont participer, plusieurs nationalités qui vont être là. Donc, qu'en est-il de la coordination? Qu'en est-il du choix des exposants? 40 000 visiteurs, c'est très exigeant aussi. Énorme, c'est énorme, c'est un excellent challenge. En fait, heureusement, on est deux à porter l'événement, c'est très important de le signaler. Bon, nous, on est là sur plateau, mais c'est très important de le signaler. Mais ce qu'il faut savoir, c'est toute une organisation. Il faut aussi être dans l'interculturalité, parce qu'il faut s'adapter, comment communiquer avec d'autres pays. Donc, c'est un travail qu'on porte depuis plus d'1 an, qu'on travaille dessus, et il faut qu'on soit à la hauteur. D'ailleurs, aujourd'hui, on a 40 000 tickets qui ont été vendus. Donc on a dit, vu que l'Algérie aujourd'hui était à l'honneur pour cette édition, c'est que la 4e édition. Donc cette année, on s'est dit jusqu'à la veille de l'événement, donc c'est jusqu'au 12 à minuit, pour un ticket acheté, un ticket offert. Donc on veut même aussi dire, si vous voulez pas de payer ticket, pas grave. Portez juste un maillot de l'Algérie, Marhaba Bikoum. Marhaba Expo. Donc pour nous, ça c'est très important. Donc on est vraiment une équipe qui est... on va dire, c'est la devise. Je dis à chaque fois, et même si je me répète, j'adore cette phrase, on le dit avec Hani, il y a des pays dans lesquels on habite, l'Algérie, elle nous habite. Elle nous habite, voilà. Effectivement. En tout cas, on vous souhaite une très très belle réussite pour cette 4e édition. Donc rendez-vous pris du 13 au 15 février. Inch'Allah, très belle continuation à vous. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin. Madame Amina Kara, je rappelle, vous êtes la présidente de l'association Club Diaspora Africa. Voilà, merci encore une fois d'avoir été parmi nous ce matin. Et on continue, et cette fois-ci, ça va être une exposition, encore une fois, sur la culture, une très très belle exposition sur le Sud et le Sahara algérien. Et c'est Afef Beloujet qui s'y intéresse dans ce reportage, et on se retrouve juste après. Pas où le parfum précède le regard, les sens sont saisis avant même de comprendre. Des odeurs rares dans ce type d'événement, mais immédiatement reconnaissables pour qui connaît le sud algérien, celle du Mzab, terre d'oasis, de patience et de transmission. Le plus connu, c'est la Marlouga. C'est le top du top. Au-dessus, c'est le soleil, comme on dit. Sur les étals, des plats, des tapis, des objets du quotidien et du rituel, un artisanat qui raconte toute la vallée d'Oksar en Oksar, de geste en geste. De chaque Oksar, il y a des représentants. Et donc, alhamdoulilah, grâce à nos épouses, à nos mères qui nous ont honorés,
pour une meilleure représentation de la vallée du Mzab. Et là, donc, on a invité nos visiteurs à découvrir notre culture ancestrale et pour les inviter à venir en Algérie, marhaba bihom, et dans le Mzab en particulier. À quelques pas, changement d'atmosphère. L'intérieur d'une maison de Timimoun a été reconstitué avec ses couleurs ocre et son hospitalité silencieuse. Sur un écran défilent les chour du Maoulid et des Ehalil, chants sacrés de l'oasis, inscrits au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Il y a un concentré d'artistes, donc de culture, et c'est la culture à Timimoun qui prédomine quand on découvre l'oasis. Ce n'est pas seulement les paysages qui, bien sûr, sont fabuleux, mais c'est surtout la culture. Plus loin encore, l'horizon s'élargit, le Sahara se déploie dans toute sa profondeur jusqu'à la sagesse des Touaregs, là où le temps ne se mesure pas en heures, mais en vers de thé partagés. C'est pour garder en fait la société, la causerie. Là on est là, on cause là, si on fait juste un premier thé, après alors qu'on a envie de rester. Car à la halle des Grisions, une idée traverse toute l'exposition. Le désert algérien n'est pas une étendue vide, mais une pluralité de mondes, de traditions et de mémoires. C'est pas le désert, c'est les déserts. Le désert algérien est grand, Allah Ibarak, et que c'est un espace pluriel. Voilà. Et je pense que l'exposition, elle le démontre bien. Cette transmission passe aussi par celles et ceux qui en sont les héritiers ici dans l'immigration, comme cette chef qui a fait de la date, fruit cardinal du Sud, la signature de son savoir-faire. C'est de la confection de dattes garnies enrobées de chocolat qu'on ramène de Biskra et qu'on confectionne nous-mêmes. Donc on les garnit de différentes saveurs. D'autres deviennent passeurs de gestes, conteurs d'usages anciens, traducteurs de quotidiens sahariens. Bkri, les femmes, elles mettaient le bébé ici. بعد يحزموا كيما هاك ويروحوا يخدموا والمراه كي تحب تلحف دير هاك. Elle a juste à poser ça sur son visage et ça fait une sorte de voile. Si l'association au fil des cultures met aujourd'hui l'Algérie à l'honneur, c'est à travers cette richesse culturelle, vivante, assumée, transmise, qu'elle touche un public large et pluriel. On est des Gennevillois, les habitants de Gennevilliers. Et Gennevilliers, c'est une ville très cosmopolite, avec énormément de diversité. Donc on est très content que le désert algérien soit à l'honneur. Surtout ici, c'est la halle des Grésillons dans l'ancien marché. On vient juste de le rénover, de les réouvrir. Et ça fait plaisir d'accueillir ce type d'événement. Et on espère faire connaître à travers ce type d'événement notre lieu pour que les gens viennent nombreux pour de futurs événements au sein de la halle. Au-delà des images et des objets, les mystères du désert qu'a abrité la halle des Grésillons rappellent une évidence souvent oubliée. Le Sahara algérien n'est pas une marge, mais un cœur battant, un espace de culture, de liens, de mémoire, capable même à des milliers de kilomètres de rassembler autour de l'essentiel. Et voilà, un très très bel espace d'exposition pour encore une fois faire la promotion de la culture algérienne, la culture saharienne particulièrement. C'est donc un reportage signé Afaf Belhouchet. Et de retour sur Alger, particulièrement la mosquée de Jazaïr, la grande mosquée d'Alger, qui a abrité une très très belle exposition de céramique. Nous en parlons ce matin en compagnie donc des participants, à savoir M. Karim Addaoui, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour madame. Et aussi M. Jamal Djabouara, bonjour, bienvenue à vous. Donc tous les deux, vous êtes céramistes. Je ne sais plus comment vous présenter, puisque vous n'êtes plus à présenter finalement, n'est-ce pas? Vous avez porté la céramique pendant de très très longues années. Et vous avez fait beaucoup de travail justement pour la promotion, la préservation. C'est très gentil de dire ça. Mais c'est la vérité. Mais c'est la vérité. Vous avez même accompagné des jeunes pour la préservation de ce patrimoine. Pardon. Alors justement, messieurs, vous avez participé à cette exposition qui s'est tenue au niveau de la mosquée d'Alger. Qui se tient toujours. Qui se tient toujours à la mosquée d'Alger, justement. Et alors, parlez-nous un peu de cette exposition. Dans quel cadre elle a été organisée? Cette exposition a été organisée au départ en hommage à un grand céramiste algérien qui a vécu à l'époque coloniale. Pour qui vous avez d'ailleurs réalisé un portrait. Un très très beau tableau. Un portrait. Donc, cet artisan, entre parenthèses, qui a vécu à l'époque coloniale, a fait de grandes choses, a fait beaucoup de réalisations dans le domaine de la céramique. Et c'est quelqu'un qui a joué un rôle dans la formation aussi. Et nous avons joint, pour rendre hommage aussi aux contemporains, même s'ils ne sont plus de cette vie, tels que Mohamed Boumehdi, qui a joué aussi un rôle
Post-indépendance, ça veut dire à l'époque de l'Algérie indépendante. Donc au départ c'était beaucoup plus en hommage à ces deux personnages. Bien sûr ça a coïncidé avec le deuxième anniversaire, de l'inauguration de la grande mosquée d'Alger. Ça tombait bien, donc d'une pierre deux coups, donc célébrer l'inauguration de la mosquée, mais aussi rendre hommage à toutes ces personnes qui ont beaucoup travaillé pour la préservation de notre patrimoine. Justement, M. Djerboua, parlez-nous un peu de votre participation à cette exposition. J'ai réalisé 4 œuvres pour dernière minute, parce qu'on nous a appelés en dernière minute. On a essayé de faire quelque chose très vite et Lui a été appelé en dernière minute, pas les autres. Ah, d'accord. Particulièrement, mais il a quand même répondu à l'appel. Ah, il a répondu. Il a quand même répondu à l'appel. C'est un grand monsieur, oui. Professeur aux Beaux-Arts, avec un cheminement. Je fais de la céramique depuis 1968. Je suis rentré aux Beaux-Arts très jeune. J'étais en contact avec les nombreux artisans très connus comme Temmem, اسمه بن دباغ Araghanem, ou Hamim Moumna, tu la connais toi? Et tous ces gens-là, on a eu la chance de travailler avec eux et développer tout ça. Et après, on est parti en Allemagne pour faire un 3e cycle. Et là, j'ai découvert une autre céramique qui était dans le domaine du guéret, de la porcelaine, où nous, qui étions habitués aux beaux-arts, quand on cherchait une couleur, on allait au placard, on cherche le bleu, on prend le bleu. Arrivé en Allemagne, je me retrouve avec des étudiants, chacun avec ses bidons, avec ses couleurs, chacun préparait ses couleurs. Ce qui n'était pas le cas chez nous à Alger. On était vraiment... On est à quelle période? On est à quelle époque? Moi, l'anecdote, c'est vers... En 73. Ah, d'accord. J'ai fait de 68, 73, 72 et 73. Après, j'ai fait l'Allemagne en 73 jusqu'en 75. Et je suis revenu en 77. Je me suis installé à mon compte. J'ai créé mon propre atelier. Et j'ai fait plein de travaux pour la présidence, pour l'hôtel El Jazeer, pour l'hôtel Zianitat Tlemcen. Il y a plein de projets. Voilà. Jusqu'à maintenant, moi et ma femme, qui est toujours céramiste comme moi, et on développe. Partager la même passion. Mais ma fille aussi, j'ai une fille qui a 20 ans, qui veut se lancer là-dedans, et elle s'est lancée déjà dedans, elle commence à faire des expositions. Ça, c'est une belle contamination, par contre. Et c'est comme toutes les familles, Boumehdi aussi. Oui. C'est toute la famille de Boumehdi qui travaille. Et quand on voit qui a lancé le monsieur, comment il s'appelait là, t'as l'exposition, le thème. Boujma Al-Amali, il a été formé par Soupiro. Soupiro, c'était professeur aux Beaux-Arts. Et il y a eu Jeanne Soupiro aussi qui a développé en céramique à cette époque-là. Il y avait un atelier du côté de Bellecour. Bellecour, mais on pensait que c'était sa femme. Non, c'est sa fille. Donc ça se transmet toujours. C'est toujours la famille qui relance. Oui, et d'où justement le titre du catalogue, très poétique, donc lettres aux correspondances de la terre et du feu à travers les générations. N'est-ce pas? Donc un titre très poétique, très significatif, effectivement, de toute cette belle transmission. Donc là, c'est pour faire noter que même à l'époque coloniale, l'Algérie avait des grands céramistes. Oui. Et à l'image de Boujma Al-Amali, les céramistes qui ont joué aussi bien le rôle chez eux en Algérie qu'à l'extérieur de l'Algérie. Et M. Djerboua a fait une étude sur ce personnage
et peut vous en parler. Il peut parler du parcours de M. Boujma Amali, qui était en Algérie, les études qu'il a faites dans son atelier, enfin aux Beaux-Arts de l'époque, Alger. Ensuite, il a été à Sèvres. Je laisse M. Voilà, on va profiter de votre présence. Là, maintenant, je vais parler d'abord de mon expérience. Moi, d'abord, je suis un enfant de la Casbah, fils du Chahid. Mon père tenait un café à la Casbah, où tous les gens de la Médersa, il y avait l'artisanat et la Médersa qui étaient juste à côté, qui venaient manger là-bas. Il y avait comme aussi un autre monsieur très connu, alors j'oublie, j'ai plein de trous de mémoire. Et les gens comme Osmo Ben Deber, un jour j'étais étudiant aux Beaux-Arts et il m'a appelé, il m'a dit, le monsieur là, c'est mon père. C'était un ami à moi. Et on a commencé à sympathiser comme ça. Et même la même chose, me disait la même chose. Et tous ils fréquentaient la rue Marengo, là, qui était le milieu de la Casbah, là où il y avait la Médersa. Il y avait aussi Mustafa Al-Sharaf qui faisait partie. Bon, c'était le fief de beaucoup de gens intéressants. Mustafa Al-Sharaf, le linguiste. C'est lui. Lui-même, un jour, sa femme est venue acheter des céramiques chez nous. Quand elle les a amenées chez elle à la maison, son mari, elle a mis Tcharba, je connais. Il m'a invité, j'ai été le voir. Il m'a dit, oui, j'ai connu votre père, tout ça. Et ça me faisait plaisir, bien sûr, d'être reconnu. Ça, c'est l'époque de Mohamed Rassim, Mohamed Rassim et Mohamed Rassim. Et d'ailleurs, c'est la même promotion que Mohamed Temmam, Mustafa Ben Debbar, Ghanem. Tout ça, c'était la première équipe des miniaturistes, des spécialistes des arts appliqués, à l'époque de la première école de beaux-arts à la Casbah. Et qui nous ont légué un patrimoine. Tous ces gens-là touchaient à tout. Touchaient à la miniature, touchaient à l'enluminure, touchaient à la céramique. Et les arts appliqués. Les arts appliqués, touchaient à tout. Et c'est que quand on parle avec eux, quand je parle avec Ghanem, il avait un atelier à Cheraga. Ali Khodja, qui est un plasticien, était avec eux aussi. Oui, Ali Khodja. Oui, exactement, c'est ça. Voilà, finalement, de très très belles rencontres, très riches. Donc il n'y a pas que le travail lui-même, il y a tout ce côté humain finalement que vous avez pu tisser tout au long de vos carrières respectives. Donc il y a de grands personnages qui ont joué des rôles très importants dans le mouvement artistique en Algérie, à l'instar de Boujma Amali, à l'instar des personnes dont on vous parle à l'instant. Et donc, à un certain moment, je pense que nous faisons partie d'une génération qui a l'information. Donc, il y a l'information, qui a le savoir-faire aussi. Non, l'information surtout de transmettre aux générations futures. À tous les moments de la vie de l'Algérie, il y a eu des personnages qui ont marqué de leur empreinte leurs époques, par leur réalisation, leur renseignement, ainsi de suite. Et ces gens-là, tels qu'on les a cités, ont joué un grand rôle dans la formation des différents grands artistes dans les arts appliqués, en ce moment sur la place d'Alger. Et surtout qu'on parle d'une période très très difficile, une période coloniale. Donc ça a été un combat à part entière justement pour préserver cette identité. Excusez-moi. En revenant à Boujma Amali, c'était un enfant d'un pays. Son père était paysan, qui travaillait la terre. Il n'aimait pas travailler la terre. Il aimait que dessiner. Il l'a envoyé à son oncle qui était à Bellecour, au champ de manœuvre. Il a essayé de le mettre à l'école, tout ça, parce qu'il était jeune, vraiment jeune. Je crois qu'à 12 ans, il est rentré dans l'atelier de Soupiro comme apprenti. Et il a fini comme chef d'atelier dans son atelier. Et après avec le contact avec Soupiro, il a été inscrit à l'école des Beaux-Arts, où il a eu le premier prix de céramique, où il a été honoré par le gouverneur à l'époque français. Et ils l'ont inscrit à l'école de Sèvres, à Paris,
lui, il est rentré, il a fait, parce que le problème de la céramique, c'est le côté scientifique, parce qu'il faut pas seulement prendre un pinceau et peindre, il faut comprendre d'où provient l'argile, d'où proviennent les émaux, comment les... Là, c'est le professeur aux Beaux-Arts qui parle. Ah oui, Hein? là, je reconnais le pédagogue. La ressource naturelle, il revient au galop. Là, je reconnais le pédagogue. Mais c'est important, parce que je regrette beaucoup ce qu'on fait en Algérie. On ouvre beaucoup de centres de formation de l'artisanat. Je vois plein de... Mais il n'y a pas de formateurs. Créer une école de formateurs pour que ces centres-là aient au moins des formateurs, pour des maîtres artisans, pour relancer cet artisanat. Oui, mais au niveau de la céramique, je pense qu'à Alger, je parle d'Alger, même aux alentours d'Alger, tels que Média et tout ça, il y a un mouvement non négligeable. Oui. Parce que là, quand on part du principe, et là, l'exposition en ce moment du musée des arts musulmans à la mosquée El Jazaïr, l'utilité, c'est un peu ça, c'est faire rejaillir ces compétences qu'il y a sur Alger. Si nous partons du principe que chaque pays a une concentration de céramistes dans une région déterminée. Si on pensait à la France, tout de suite, ce qui nous viendrait à l'esprit, c'est Limoges. Si on pensait à la Tunisie, ce qui nous viendrait à l'esprit, c'est Nabeul. Si on pensait à la Turquie, tout de suite, c'est Iznik. Et ainsi de suite. Donc, pour nous, la céramique, bien que nos motifs sont pour beaucoup inspirés des élites de Casbah. Donc, ceci dit, la concentration se trouve à Alger. Même si on n'est pas concentré au même endroit, on est éparpillé, mais quand il y a une exposition, elle fait transparaître l'existence d'un mouvement de céramique de qualité à Alger. Voilà. Ça reste que la céramique, elle est très très prisée, il faut le dire. Elle est très prisée, elle reste quand même, c'est une touche très particulière que nous avons dans la céramique algérienne et celle d'Alger particulièrement. Donc c'est des motifs très riches. Vous parlez des arts appliqués. Des arts arabesques. Non, c'est dans le domaine de céramique, déjà, vous avez les plus grands qui ont inventé la céramique, c'est les Chinois qui ont inventé la porcelaine, la dynastie Tang et Song, et après, c'est en 200 avant Jésus-Christ. Après, les Européens ne connaissaient pas, ça a été découvert en 1700 par un Allemand qui était chimiste, qui était apothicaire, c'est-à-dire qu'il était pharmacien. Il a découvert la technique, comment travailler ces gens-là pour travailler, parce que le problème, c'est que vous avez une argile. D'abord, il faut comprendre d'où provient cette argile. L'argile, d'après vous, ça provient du granit. Imaginez-vous le granit qui se décompose avec des millions d'années et il en sort une kaolinite. La kaolinite, c'est une argile mère blanche qui a un point de fusion qui est à 1800 degrés. Et pour faire de la porcelaine, ou pour faire du grès, ou pour faire de la faïence, on cuit qu'à 1000 degrés, ou à 1200, ou à 1300, ou à 1400. Ça, c'est le côté technique de la chose où le céramiste doit comprendre comment réagit ces argiles-là. Donc c'est tout un savoir-faire. C'est une technique, c'est une technique. Donc, c'est le côté scientifique qu'il faut maîtriser. Effectivement, c'est tout un savoir-faire, donc c'est pas au feeling, ça se fait pas au feeling, c'est tout un travail à faire, c'est toute une recherche à faire, c'est même des essais, hein. N'est-ce pas, c'est des essais au quotidien. Ça, c'est pas au feeling.
Ça, Mais c'est le pas au côté feeling. artistique a son côté Voilà, feeling aussi. le côté artistique. Dans la création, Oui. dans la réalisation, dans la composition. Là, chacun il a Il y a ses aussi- propres idées, il a ses Là, après, propres c'est talents. l'expression artistique. Bah, Là, c'est on vient à l'expression voilà, artistique. c'est l'expression, en effet, c'est le mot exact. Oui. l'expression Il y a aussi les... mais tout ce qui concerne le côté technique, comme il est en train de l'énumérer, c'est bien sûr un côté scientifique rigide, 1 + 1 égale. Oui. Voilà. Et ça, c'est des choses Il à y a connaître. le côté artistique agréable, on peut se donner libre Voilà. cours à son imagination. Je sais pas, des fois on ose, il faut cette audace pour faire ce qui peut ne pas plaire aux autres, mais qui un jour fera. Plaira, Voilà. certainement. Voilà, donc, Plaira, certainement. Il y a toujours des personnes qui veulent des choses en qui tous sortent les comme ça cas, de leur... en ce moment, au musée des arts musulmans à la mosquée, il y a une belle exposition variée qui regroupe des céramistes qui font différents styles. Ça veut dire qu'il n'y a pas que des céramistes comme moi qui font, par exemple, qui s'inspirent un peu du style art musulman avec des arabesques, de l'arabe et tout ça. Il y a des céramistes qui participent à cette exposition et qui font un peu dans le moderne. Qu'est-ce que vous appelez dans le moderne, justement? Moderne. Alors, le moderne, c'est des couleurs. Le dessin, ça veut dire qu'il n'est pas appliqué. Quand je dis art appliqué, ça veut dire que quand il s'agit des dessins que nous utilisons dans l'art musulman, c'est des dessins ornementaux qui ont une origine. Ça veut dire que c'est des détails de dessin. C'est inspiré de la végétation, c'est schématisé, c'est stylisé, mais quand on les voit, ils appartiennent à un style. Après, dans la composition, chacun les compose à sa manière, en fonction de son intuition, en fonction de ses idées, en fonction de ce qui veut aboutir, à quoi il veut aboutir comme résultat. Donc il y a beaucoup de paramètres qui font en sorte à ce que chacun fait des choses différentes. Et puis, mis à part le style art appliqué et le style moderne, il y a aussi ce qui s'inspire du style berbère. Alors là, le style berbère est axé sur les dessins géométriques. Et auparavant, la gamme de couleurs du style berbère était limitée. Les ocres, les marrons, etc. Maintenant, il y a de jeunes artistes qui se donnent à cœur joie et qui font des couleurs, des dégradés, des volumes, des clairs-obscurs. Et c'est tout à l'avantage du résultat en Algérie. Et donc tout ça, ce sont des créations qu'on peut contempler encore une fois au niveau donc, la mosquée. Il y a une grande variété de céramique qui est exposée en ce moment. En partant des volumes, ça veut dire les vases, on a botté ça en tableaux, en fresques, différentes surfaces, inspirées d'arabesques, de dessins, ainsi de suite. Donc il y a une variété, il y a des choses à voir. Il y a des choses à voir, il y a des choses à découvrir aussi. Effectivement, donc on rappelle que c'est un événement qui a été organisé par l'association Ayadi, c'est ça? Non, Ayadi a été collaboratrice. Ça veut dire l'organisation, c'est le musée lui-même. Le musée qui nous a fait qui a fait appel à nous, qui nous a invités à participer pour faire réussir cet événement. Et je pense que nous sommes arrivés à... En collaboration donc avec l'association Non, Ayadi. l'association, tous les exposants, ils sont adhérents à l'association. Il fait un travail colossal d'ailleurs pour des artistes et des artisans. En tout cas, merci beaucoup. Comme par hasard, la plupart de ces expositions, c'est les musées. Musée des arts musulmans, musée des beaux-arts. Bon, mais après, c'est un peu leur vocation aussi de faire la promotion, effectivement, de l'association Ayadi fait un grand travail pour la promotion de la céramique en Algérie. Effectivement. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin, M. Haddaoui. Merci encore une fois, M. Djelboura. Merci pour toutes les informations, pour le beau voyage que vous nous avez proposé à travers l'histoire, d'ailleurs, de la céramique. Merci. Et donc, toujours rendez-vous pris au niveau de la mosquée El Jazaïr où on peut contempler de très belles créations. Naïs Selmek, merci beaucoup. Et cette fois-ci,
Excusez-moi. Badia Amarni, notre collègue, s'est intéressé justement au classement de la ville de Khmis Meliana, que je vous laisse voir dans ce reportage. Et on se retrouve juste après pour la dernière station de cette matinée. Richesse culturelle et civilisationnelle de l'Algérie vient d'être renforcée par le classement de la vieille ville de Miliana en tant que patrimoine architectural et urbanistique arabe par l'Organisation arabe pour l'éducation, la culture et les sciences, Alexo. Ce classement est une reconnaissance pour cette ville riche de son histoire et de son patrimoine. Ce classement a une grande importance, d'abord pour l'Algérie, pour Ain Defla et pour toute la région. Cela permettra de préserver le patrimoine culturel, matériel et immatériel. Pour préserver la mémoire collective et le patrimoine culturel de Miliana, le siège du califat de l'émir Abdelkader a été inauguré après sa restauration, de même qu'une salle de spectacle baptisée Mohamed Boudiaf. La salle de cinéma de Khmis Meliana a été baptisée du nom de la défunte artiste Biouna. C'est un grand acquis pour les artistes, les intellectuels de cette ville. C'est un jour historique pour la ville de Khmis Meliana. C'est un grand honneur pour notre ville, un soutien à la culture et à la région pour développer cette salle et pourquoi pas diffuser de nouveaux films. Dans cette bâtisse, c'est le pavillon A qui hébergeait le siège du califat de l'émir Abdelkader. Sa rénovation depuis 2023 a permis de traiter les points les plus détériorés, étant donné que le lieu n'a jamais fait l'objet de restauration. Je suis contente car Khmis Meliana, c'est notre histoire, c'est la terre des Chouhada. La restauration effectuée est une bonne chose pour ne pas oublier notre histoire. Le classement de la vieille ville de Miliana au registre du patrimoine architectural et urbanistique arabe permettra la valorisation et la mise en exergue de cet héritage urbanistique et culturel à travers le lancement d'activités et de projets qualitatifs. Et voilà, de retour sur le plateau, c'est donc le classement de la ville Khmis Meliana. Et c'est Badia Amarni qui s'est intéressé à ce reportage. Et cette fois-ci, nous allons aller du côté de Biskra pour voir les vieilles mosquées de la ville, n'est-ce pas, Samira? Et ce sera juste après cela. Et Samira, bonjour. Bonjour Nour. Comment ça va, Samira? Ça va? Ça se passe bien? Très bien. Alhamdoulilah. Tu nous as manqué. Vous m'avez beaucoup manqué aussi. Allez, je te veux. Voilà, je me rétablis petit à petit. Hein, un retour. C'est la période, il fait froid. C'est la période, effectivement. Il faut faire très très attention. Oui. Hein. Prendre beaucoup de citron, de miel. Beaucoup de citron, beaucoup de miel, beaucoup de tisane, beaucoup de repos. Exact. Peut-être aller à Biskra, tiens. Tiens, peut-être, pourquoi pas. Très belle ville. Très très belle ville. Les portes du Sahara algérien. Très accueillante. D'ailleurs, la dernière fois que je suis partie à Biskra, c'était au mois de Ramadan. Récemment, non, il y a quelques années. Alors, juste avant le Covid. Voilà, après le Covid, reste quand même période de datation, mine de rien. Très beau souvenir. Je suis partie en plein mois de Ramadan. C'était extraordinaire. Et tu as visité? Et j'ai visité, effectivement. Tout ce qu'il y a à visiter. Tout ce qu'il y a à visiter, notamment là où tu vas nous emmener aujourd'hui. La mosquée de Orba ibn. En fait, c'est la plus la mosquée de Orba ibn Nafa. C'est la plus ancienne mosquée de Biskra et c'est la deuxième plus ancienne mosquée d'Algérie. La première étant celle de Abou Dinar à Mila, donc Milev. Elle est très particulière. En fait, à Biskra, il y a plusieurs mosquées, hein. Il y a des dizaines et des dizaines de mosquées. Il y en a certaines qui se démarquent, en fait. On sait qu'à partir des années 70, le mode d'architecture, enfin, ils ont commencé à utiliser du béton armé, mais tout ce qu'il y a avant est construit sur un modèle haïtien, bien sûr, traditionnel, Sahara, qui respecte les changements climatiques, la météo, donc c'est quand même c'est le désert, hein, donc il fait très très chaud, et en hiver, il fait froid. Voilà.
il fait froid. Donc, mais c'est un climat sec, donc on ne le sent pas forcément. Climat sec, mais il y a quand même de l'humidité, hein, parce que justement, ils ont un saint patron, le saint patron des Ibans, Sidi Zorzor. Tu as pu visiter. C'est un mausolée mosquée, en fait, d'un savant qui est Sidi Zorzor, qui a vécu il y a très longtemps. Et qui avait souhaité, qui avait fait le vœu, en fait, d'être enterré dans le lit de l'Oued, qui porte son nom d'ailleurs, c'est Qsam Louiden. En fait, l'endroit s'appelle Qsam Louiden. Littéralement en français, c'est coupeur de rivière ou de ruisseau. Il est le tombeau, le mausolée, on va le voir tout à l'heure sur l'image, est au milieu d'un oued. Donc, le mystère, la magie, la légende, c'est qu'il leur avait dit que quelle que soit la force des éléments, quelle que soit la force des crues, parce qu'il y a des crues à Biskra, le mausolée restera. Et il est resté. C'est ce qui s'est passé, hasard, je ne sais pas, très bon architecte aussi, celui qui a construit le mausolée. Alors pour revenir, on va les citer. La plus ancienne, c'est la mosquée Arba ibn Nafa. Il y a la mosquée Sidi Baraka. Il y a aussi Sidi El-Akhdar. Alors c'est réparti sur plusieurs quartiers très anciens. Le vieux Biskra, pas l'expansion coloniale, ou moderne, dite moderne. Ça a toujours servi les mosquées ont toujours servi de centre communautaire social. On prie, on y étudie aussi, puisque c'est toujours le cas à ce jour, mais aussi on règle les problèmes du quotidien. C'était communautaire, donc les gens se connaissent, et s'il y avait un problème dans la communauté, il était réglé à ce niveau-là. C'est aussi des zawiya, on vient de partout. Pour Arba ibn Nafa, pendant des années, des siècles, on est venu de partout pour étudier le fiqh. Il y a une bibliothèque là-bas qui contient des manuscrits vraiment très très anciens, c'est-à-dire qui sont faits à partir par exemple de peau de chèvre ou de papier très ancien en fait, voilà, avec une écriture koufique et d'une valeur inestimable. Donc l'artisanat de la mosquée Arba ibn Nafa est très très importante du point de vue valeur en fait, c'est une valeur inestimable. Ce qui la rend particulière, c'est son architecture unique et tellement irrégulière. Elle est irrégulière. Elle est dans le style... Non, on ne l'a pas encore vue. De Médine. Elle a été construite sur le tombeau de Arba ibn Nafa, qui est mort lors d'une bataille, Tahouda. Il a affronté Koseïla. Il y avait des guerres, c'est au moment de l'avènement de l'islam dans le Maghreb. On est au 7e siècle. Lui est mort en 686. Voilà, 686. 4 ans. 4 ans après, ils ont en fait construit la mosquée. Voilà, elle est sur le style de Médine, avec de très très belles choses, de très très belles décorations, avec un minaret qui est assez plat. Alors en général, avant, ils ne mettaient pas des minarets très hauts. Aujourd'hui, ce qu'on voit en Algérie, c'est des minarets qui sont plutôt fins et longs. Voilà, donc je pense que c'est par rapport à la portée. À la portée, ça a un sens. À l'urbanisation. Hein, en tout cas, à Biskra, c'était pas le cas. Pratiquement tous les anciennes mosquées, les minarets des anciennes mosquées sont un plat. On va peut-être donner la dimension de la mosquée. Elle fait 60 mètres donc de long et 37 mètres de large. Et ce qui la rend particulière, ce qui la rend particulière dans son irrégularité, c'est qu'elle comporte cette travée en fait, coupée par 7 allées transversales parallèles au mur de la Qibla. C'est en fait l'architecture intérieure et comment les arcades en fait sont faites les voûtes sont faites à l'intérieur. Le lustre, la porte est très connue. La porte a été un élément qui a été classé on la voit, c'est elle. Elle est faite d'un bois très spécial. Elle s'appelle Beb Tobna. Tobna en référence à une région qui a disparu en fait, c'est du côté de Belika. Le bois a été fourni, c'est du cèdre. Belika, c'est du côté de Batna. Oui. Puisque c'est les Aurès aussi. Hein. Donc le bois, c'est du bois de cèdre.
comment on va dire, c'est l'un des meilleurs bois pour construire en fait, puisqu'il comporte des huiles, donc il évite le pourrissement, il évite les insectes et tout. Cette porte, elle a été classée il y a très longtemps. Et elle comportait aussi des motifs, des clous. On dit que le bois provient de Bellica, qu'il a été commandé pour, en fait... Il y a eu une restauration, hein, plus de 300 ans, voire 400 ans après la mort de Orba ibn Nafa, et après la construction de la mosquée, il y a eu une restauration des lieux. Voilà. Cette porte aussi, elle est demeurée. Je ne vais pas dire qu'ils l'ont sacralisée, mais les habitants de la région, les visiteurs, portent une attention particulière, veillent à ce que cette porte, qu'elle soit protégée de tout. Donc même on a l'impression qu'elle n'a jamais été, elle n'a pas changé. Elle n'a pas été modifiée. Voilà, donc il y a des inscriptions aussi. Une épitaphe qu'on a vu passer tout à l'heure, c'est ici où repose Orba ibn Nafa. C'est aussi l'une des inscriptions les plus anciennes. Pourquoi j'ai parlé de la porte? Parce qu'elle est considérée comme unique, même par rapport à la mosquée. Hein. C'est un exemple d'architecture qui est pratiquement unique dans le monde islamique. Donc la mosquée, qui n'est pas simplement une mosquée, c'est un complexe puisqu'il y a une zaouia, il y a la khizana bien sûr qui détient des manuscrits. Et puis on venait de partout pour étudier le fiqh, la grammaire, l'astronomie, enfin bref, tout ce qui était enseigné à l'époque. Par exemple, aujourd'hui, on n'enseigne plus vraiment l'astronomie dans les zaouïas, c'est dommage. Enfin, toutes ces choses-là, la poésie. Probablement parce qu'il y a il y a les études supérieures à côté. Il y a les études supérieures. Voilà. Pour l'astronomie, les études supérieures, je sais pas. Je pense. Je pense. Et c'est pour ça que ces manuscrits sont des chefs-d'œuvre d'art. Nous avons notre ami Ahmed Grika Hassan. Hein, il faudra lui poser la question, voilà, il passe demain, c'est ça. La question du moment qu'il y a le CRAG hein, qui fait un travail colossal dans ce sens. Le CRAG, et puis lui, il est astrophysicien, exactement. Voilà, astrophysicien, donc... Voilà, donc son minaret mesure 16 mètres, on l'a dit, de hauteur. Ce qu'on peut dire, les fenêtres, il y a de très belles décorations. Il y a des décorations, en fait, qu'on retrouverait à Cordoue, par exemple, dans les mosquées de Cordoue. On peut retrouver aussi dans la mosquée en Tunisie, de Bagdad aussi. Il y a des inspirations, parce qu'à l'époque de Orba ibn Nafa, c'est les Omeyyades, et ensuite c'est les Irides qui sont occupés d'agrémenter, on va dire, la mosquée. Voilà, donc un lieu à visiter, très belle cité. Toutes les mosquées en fait de Biskra sont à visiter, notamment les plus anciennes, jusqu'aux années 70. Voilà, très belle mosquée, effectivement, à visiter. Oui. À visiter. Il n'y a pas que la mosquée, hein, aussi à Biskra. Il y a tellement de belles choses, autre chose aussi à visiter. El Kantara, il y a des ruines aussi, il y a des ponts. Il y a beaucoup de choses. Il y a les traditions, il y a le jardin aussi, il y a tout ce qui est colonial en fait. J'ai oublié le nom du jardin. Hein. Le jardin, là où André Gide allait écrire et là où les peintres en fait. Il y a eu beaucoup de peintres orientalistes qui sont allés. Qui a été consacré au jardin de Biskra, effectivement. Au jardin de Biskra, la mosquée les timbres d'Algérie Post, ils ont consacré des éditions à tout le patrimoine algérien. Et sans exception, c'est-à-dire de la préhistoire à nos jours. Hein, à nos jours. Voilà. Très bien, donc si vous êtes du côté de Biskra, allez visiter les mosquées. Effectivement, les mosquées, et particulièrement la mosquée de Orba ibn Nafa. De Orba ibn Nafa, de Barkat aussi, parce que ce ne sont pas simplement des mosquées, ce sont des complexes spirituels. C'était des centres de rayonnement, en particulier de Orba ibn Nafa. On vient de partout du monde musulman pour visiter cet espace. Orba ibn Nafa était un commandant, était un général en fait. Et il était le général d'Ifriqiya. Il a conduit les conquêtes vers le Maghreb. Il a un prestige. Quand le prophète est décédé, Orba ibn Nafa venait de naître. Donc il a suivi la voie du prophète et il l'a porté tant qu'il l'a pu dans plusieurs j'ai envie de dire sur plusieurs continents, sur différents continents. Voilà. Donc c'est un lieu chargé d'histoire, un rayonnement culturel, historique, cultuel aussi.
Et le fait que cette mosquée ait été construite avec, tu sais, des palmiers, des troncs de palmiers, c'est fait avec de la pierre. Et parfois la pierre était ramenée de sites antiques, des Aurès en fait. Donc c'est de la pierre romaine en fait. De la pierre romaine pour la base des fondations. Donc le lieu est vraiment chargé d'une histoire qui remonte à l'Antiquité. Voilà. En tout cas, merci beaucoup Samira pour ce voyage. Et on se retrouve dimanche. Dimanche, c'est ça. Inch'Allah. Merci beaucoup Samira. Et voilà, donc nous arrivons à la fin de notre émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Là, beaucoup de miel, beaucoup de tisane, beaucoup de miel, beaucoup de citron. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir suivis. Excellente journée à tous. Avec grand plaisir, je vous retrouve dès demain à partir de 8h. Au revoir.